dans votre itinéraire Bretagne, bienvenue à Brest. Nous continuons aujourd'hui notre voyage dans le sillage des corsaires bretons et c'est pourquoi nous sommes à Brest aujourd'hui, oui. Brest fut la capitale corsaire du Royaume de France pendant près de 25 ans. Et figurez-vous que nous ne saurions rien de tout cela s'il n'y avait eu un homme, le contre-amiral Nerzy, qui s'est passionné pour cette histoire et nous la raconte. Après toute une carrière dans la marine, l'arsenal de Brest n'a plus aucun secret pour Jean-Yves Nerzy. L'arsenal d'aujourd'hui, mais aussi celui d'hier. Au XVIIe siècle, il n'y avait pas de pont ici. Il n'y avait pas de pont. Il y avait un bassin qui est là-bas, le bassin de Troulan, qu'on appelle maintenant la forme Tourville, qui était le seul bassin existant à Brest sous Louis XIV. Il ne reste plus de traces de ce qui a existé. Il ne reste plus rien de l'époque de Vauban dans cet arsenal. La Deuxième Guerre mondiale n'a épargné que peu de bâtiments historiques brestois. Fort heureusement, de nombreux documents administratifs ont survécu, pour le plus grand bonheur de ce passionné d'histoire. Ceci est une comptabilité, la comptabilité de l'expédition de Carthagène qui m'a été confiée par un ami libraire. Ça a été l'élément déclencheur qui a changé ma vie. Car ces documents originaux révèlent tout un pan méconnu de l'histoire brestoise, celle de la course mixte. À la fin du XVIIe siècle, les guerres se succèdent en Europe et les caisses du Royaume de France sont quasiment vides. Louis XIV décide alors de louer ses navires aux armateurs corsaires, une sorte de semi-privatisation de la flotte royale. La finance vient de Saint-Malo, mais les bateaux sont les bateaux du roi armés à Brest. Et cet argent a fait, cette quantité d'opérations a fait de Brest le premier port corsaire de France pendant ces deux guerres-là. Alors que les frégates et les côtres comptent maximum de 150 hommes d'équipage, les navires du roi, eux, peuvent embarquer 700 hommes et assez de matériel pour entreprendre de grandes expéditions. Carthagène est une ville de l'Amérique du Sud, de Colombie actuellement, où sont stockés les trésors qui viennent d'Amérique du Sud et qui sont collectés tous les 2 ou 3 ou 4 ans par des bateaux qui viennent d'Espagne. Mais là, c'est une étude qu'avait faite Pointis qui disait qu'il faut, si on veut trouver beaucoup d'argent quand on est corsaire, il vaut mieux aller là où on sait qu'est l'argent plutôt qu'essayer de l'intercepter en route. Avec ses 13 bateaux et ses 5000 hommes d'équipage, l'amiral Pointis va réussir à s'emparer du trésor de Carthagène. Mais au-delà de son succès financier, cette expédition aura une autre conséquence de taille, l'effondrement militaire de l'Espagne et la signature de la paix en Europe. Bonjour Alain Boulard. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors vous nous avez donné rendez-vous ici dans ce lieu un peu particulier. Expliquez-nous où on est. Alors nous sommes dans le fond de la Pinfeld, derrière l'arrière-garde, c'est-à-dire le fond de l'arsenal, et nous sommes devant la maison du corsaire, avec le petit port corsaire qui existait là dès le XVIIIe siècle et qui est dû donc à un grand armateur corsaire de Brest qui est Jean-François Rioux de Keralette, qui avait une magnifique propriété avec des jardins suspendus au-dessus. Alors qu'est-ce qui se passait ici? Ils venaient cacher leur butin? Voilà, alors les prises, de façon à ce qu'elles ne soient pas trop visibles et qu'elles ne risquent pas d'être pillées, étaient envoyées ici au fond de la Pinfeld, et c'est là que venaient voir ceux qui avaient envie d'acheter ces prises. D'abord on prenait tout ce qui intéressait directement et puis ensuite de cela, c'était vendu. Alain Boulard, vous êtes historien et vous vous êtes notamment intéressé à un certain corsaire, non pas français, mais écossais, John Paul Jones. Racontez-nous. Alors John Paul Jones est un jeune écossais qui, en fait, par haine de l'anglais, va s'engager dans la jeune marine des États-Unis d'Amérique, après 1776, donc la déclaration d'indépendance. Et John Paul Jones va avoir une carrière absolument extraordinaire. Le gouvernement américain va l'envoyer ici, dans la Manche, et il va être basé un certain temps à Brest et également à Lorient. Et il va ramener toutes ses prises à Brest. Louis XVI, pour le remercier, va le faire chevalier de l'ordre de Saint-Louis. Et après la fin de la guerre d'indépendance américaine, il va s'engager au service de la Russie et va devenir amiral dans la mer Noire où il va combattre les Turcs. Ce John Paul Jones, son histoire en tout cas révèle des liens très forts qui unissent Brest et les États-Unis. Brest a joué un rôle central au moment de l'indépendance des États-Unis. Oui, l'histoire entre Brest et les États-Unis est une histoire absolument extraordinaire. Entre la guerre d'indépendance, où toutes les flottes françaises sont parties de Brest, en fait, les flottes officielles, dont par exemple toutes les troupes de Rochambeau qui vont permettre la bataille de Yorktown, de Grasse qui va permettre, en bloquant la Chesapeake, de remporter la bataille de Yorktown, qui est la bataille décisive pour l'indépendance des États-Unis d'Amérique. Merci.
Merci Alain à Bouler, vous. merci. Mais les histoires maritimes sont aussi faites de fortunes de mer et vous le savez, le littoral breton est parsemé d'épaves comme celle découverte il y a quelques années sur la presqu'île de Crozon. Regardez. La tempête a été rude, le vent et la mer ont brassé le sable, la plage a alors livré ses secrets. 2 épaves d'une vingtaine de mètres de long, 2 vestiges connus à Crozon mais rarement visibles, 2 mystères qu'Auguste Diserbo a déjà percés. Et ils venaient chercher de la chaux au four à chaud. Ils embouquaient la rivière de la Berre, ils remontaient, et c'est en sortant ici qu'ils ont été surpris et qu'ils ont coulé pour une raison qu'on ne connaît pas très bien. Plage de Morgat, en revanche, le mystère est plus épais autour de cette coque qui n'était plus apparue depuis 2 ans. Le bois semble plus ancien, du XVIIIe siècle probablement, l'époque faste où les navires se ravitaillaient et mouillaient sur cette petite plage. On le laissait coucher, les charrettes accostaient le bateau et on déchargeait du bateau dans la charrette directement. Et si les causes de l'échouage de ce bâtiment sont oubliées à tout jamais, sa taille, son type de construction sont en revanche de précieux indices. L'inventaire des fonds des Amirautés fournit alors la clé du mystère. 23 novembre 1770, le Saint-Jean de Westervik en Suède, venant du Brésil, échoué à Morgat. Dans quelques jours, ces vaisseaux fantômes des sables seront à nouveau recouverts. Et c'est déjà la fin de notre itinéraire. Si vous souhaitez revoir cet épisode ou en savoir plus sur le passé corsaire de Brest et sur tous les livres que nous avons évoqués ce soir, rendez-vous sur notre site bretagne.france3.fr.